Bonsoir, bienvenue dans les studios du Figaro TV. Et si Emmanuel Macron appuyait de nouveau sur le bouton dissolution? C'est ce sur quoi nous allons nous pencher aujourd'hui. Est-ce absurde? Est-ce impensable? Est-ce souhaitable? On en débat. Le président a désormais la possibilité de recourir à ce moyen constitutionnel. On reviendra sur les conséquences de la décision qu'il a prise il y a un petit peu plus d'un an. Peut-on surtout échapper à une nouvelle dissolution? Et surtout, cette décision, prise l'an dernier, n'a-t-elle pas ouvert une ère d'imprévisibilité dans la vie politique française? Bienvenue dans le club Le Figaro Politique, nouveau et dernier numéro de cette saison 2024-2025. Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Dois-je le rappeler que vous êtes le directeur du département Opinion et Stratégies d'entreprise à l'IFOP, essayiste prolifique. On signalera votre dernier ouvrage, Les Métamorphoses françaises. C'est passionnant et c'est aux éditions du Seuil. Bonjour Guillaume Tabar. Bonjour Vincent. Chroniqueur politique au Figaro. Votre dernière chronique d'ailleurs s'intéresse avec un brin de facétie à la visite surprise d'Emmanuel Macron au Cirque d'hiver ce week-end. On signale votre dernier ouvrage également, Macron justement, La Révolution inachevée. C'est aux éditions Perrin. Bonjour Claire Connerit. Il faut lire, vous avez écrit 2 romans, mais il faut les lire tous les 2, parce qu'on passe toujours des moments très profonds. Et le dernier s'appelle « Pour qui s'avance dans la nuit ». Ça tombe bien, parce que ça va rejoindre un certain nombre de sujets qu'on va aborder ce soir. Bonjour Louis Osalter. Bonjour Vincent. Vous n'avez pas fait de roman, mais vous vous intéressez à certains fantasmes. Je renvoie les internautes à ce que vous avez écrit. Et ce que vous écrivez toujours au sein des pages politiques du Figaro, où vous suivez l'Élysée et l'exécutif. Ça tombe bien, souvenez-vous, c'était donc il y a un petit peu plus d'un an, le 9 juin 2024, ce coup de théâtre en pleine soirée électorale consacrée aux résultats des européennes. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Confiance en notre démocratie. Que la parole soit donnée au peuple souverain, rien n'est plus républicain. Cela vaut mieux que tous les arrangements, toutes les solutions précaires. C'est un temps de clarification indispensable. Comment vous réagissez, Jean Fourquet, quand vous voyez et vous réécoutez cette allocution? Écoutez, on avait été assez saisis, je pense, comme beaucoup de Français, le soir de ces élections européennes. C'est sûr que c'est assez cocasse de réentendre ça aujourd'hui. Quand le président parle d'un moment de clarification, on est encore en plein dans la nuit. Elle est de plus en plus épaisse, cette nuit parlementaire et politique. Et on voit comment Jacques Chirac avait lui aussi rater sa dissolution, et donc cette décision restera sans hésitation dans les annales politiques et parlementaires.
Louise Alter, est-ce qu'on en sait aujourd'hui un petit peu plus sur la façon dont a été prise cette décision? C'était un débat entre conseillers du président quelques semaines, j'ose pas dire quelques mois avant qu'elle ait été annoncée. Même avant, parce que quand on se replonge dans l'ambiance, à l'époque où le président prononce cette allocution, la dissolution est quand même dans l'air. C'est-à-dire que si vous lisez la presse de 2022-2023, par exemple, dès le début du quinquennat, du deuxième quinquennat Macron, qui est un quinquennat mal né, parce qu'il commence par une majorité relative, et donc le président ne dispose plus des pleins pouvoirs, entre guillemets, pour faire passer ces réformes. Dès le début de ce premier quinquennat, le président agite l'idée d'une dissolution, notamment en cas de censure de son gouvernement qui viendrait de l'Assemblée nationale. En revanche, au moment de la soirée des élections européennes, c'est une surprise, c'est vraiment un coup de tonnerre, puisque personne n'imaginait que le président renverrait les Français qui viennent de voter aux urnes 3 semaines après. Alors effectivement, c'est assez amusant de revoir l'allocution avec le recul, quand il parle de moment de clarification. Puis il faut la revoir en se disant aussi que le président, au moment où il prononce cette allocution, il pense gagner. Alors est-ce que c'est de la déconnexion, l'isolement du pouvoir, la forteresse Élysée? En tout cas, le but d'Emmanuel Macron, et ça en reconstituant les événements après coup, c'est même pas un coup tordu, un coup de Trafalgar. Il pense vraiment que son image personnelle peut permettre d'inverser la donne après la raclée des élections européennes et la large victoire du Rassemblement national pour essayer de trouver un autre résultat au moment des résultats législatifs. Donc effectivement, la clarification n'a pas eu lieu. En gros, quand on regarde cette allocution, on le voit tout à fait plus d'un an après, tout ne s'est pas passé comme prévu, loin de là. L'échec était-il si annoncé que cela, Guillaume ? Écoutez, c'est en tout cas très curieux de prendre une telle initiative au soir d'une défaite. Bon, au soir des européennes, la liste de Valérie Hayé qui conduisait le camp présidentiel, l'ensemble du camp présidentiel, tous les partis étaient unis au sein de cette liste, fait 14,3% des voix. C'est assez paradoxal de dire, bon, j'ai fait 14%, c'est-à-dire moins de la moitié du score de la liste du RN, eh bien, je vais demander aux électeurs d'en remettre une couche et de dire non, d'émettre un avis différent. La défaite appelle la défaite. Surtout quand une décision n'est pas comprise. Jacques Chirac avait payé en 1997 de n'avoir jamais pu justifier la dissolution. Mais il a fait un coup politique qu'il a perdu, Chirac. Il n'a pas affaibli plus encore les institutions, au sens où on a eu un gouvernement qui a disposé d'une majorité, qui a mis en œuvre une politique combattue par Jacques Chirac depuis l'Élysée, mais qui était mise en œuvre selon les règles habituelles des institutions de la Ve République. Là, ce qui est frappant, c'est que, pourquoi on est là? Parce qu'on se dit, tiens, aujourd'hui, il récupère le droit de dissolution. Va-t-il à nouveau dissoudre? Je n'ai pas souvenir que le 2 juin 1998, on ait dit tiens, ça y est, Jacques Chirac peut à nouveau dissoudre. Est-ce qu'il va le faire? Pourquoi? Parce qu'effectivement, il avait perdu, mais le pays fonctionnait. Là, si il y a cette question qui se pose... Vous êtes peut-être rassuré en 1998 de connaître exactement le même résultat qu'en 1997. Mais il y avait ça, mais surtout, encore que tout était possible aussi sur le plan politique. Mais là, ce sentiment de dire, on retrouve la possibilité que le jour même où c'est possible, on dit, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il ne va pas le faire, est-ce qu'il devrait le faire, est-ce qu'on souhaite qu'il le fasse, montre bien par l'absurde qu'on est dans une situation qui n'est pas tenable très longtemps. Bon, alors là, vous anticipez sur la deuxième partie, mais mais c'est exactement la question aujourd'hui qu'on se pose. Question Claire Connery, est-ce que cette décision était si absurde? Est-ce que c'était un enfantillage, pour reprendre la formule d'Alain Minc? C'est micro de Guillaume de Bonjour. Pas seulement la formule d'Alain Minc, c'est une formule qui a été reprise par à peu près toute la classe politique au lendemain. Ça a été une dissolution subie par absolument tout le monde, qui a certainement pas mené à la clarification espérée d'Emmanuel Macron. Si clarification il y a eu, elle a été électorale et très circonstancielle, c'est-à-dire que la gauche s'est réunie et Éric Ciotti tout seul a fait une alliance avec le Rassemblement national et on ne sait pas comment ces deux alliances d'ici à 2027 vont évoluer. Donc oui, c'était sans doute, je ne sais pas si c'était un enfantillage, mais c'était une forme d'irresponsabilité quand on voit un an après le morcellement de l'Assemblée nationale et du paysage politique. L'opinion condamne aujourd'hui cette décision? Oui, en grande partie. Alors, quand on sonde les Français, justement, en se projetant, aujourd'hui, vous avez 50% des Français, c'était début juillet, dans un sondage IFOP pour Sud Radio, qui souhaitaient
de nouvelles élections législatives, 50%, et 56% qui souhaitaient que le gouvernement de François Bayrou tombe. Ce souhait de mettre fin au gouvernement Bayrou ayant énormément progressé depuis le début de l'année. On rappelle également que la cote de popularité du président de la République et de son Premier ministre sont au plus bas, alors selon les instituts, aux alentours de 20%, et à l'IFOP, nous avons un historique qui remonte au début de la Ve République, et Guillaume Tabar a écrit là-dessus, François Bayrou est dans les très hauts de fourchette en termes d'impopularité pour un Premier ministre. Donc il n'y a absolument pas eu de clarification politique, et les marges de manœuvre de cette majorité, du camp présidentiel, de l'exécutif, sont plus que réduites. Alors, il se trouve que là, on est en période estivale, donc il y aura, on le sait en France, un moment de répit, mais les hostilités vont reprendre en septembre, et comme disait Guillaume Tabar, la situation est difficilement tenable. Alors, peut-être sur l'enfantillage ou pas, ou sur la part de calcul qui avait été faite, je pense que Emmanuel Macron comptait sur deux choses. La première, c'est sur son équation personnelle, en disant « j'aurais dû m'impliquer davantage dans les européennes, je ne l'ai pas fait, mais si on dissout, je serai en première ligne, et sur ma bonne étoile et sur mon nom, je vais pouvoir faire bouger les lignes. » Et puis l'autre pari qui était fait, qui était très hasardeux, c'était de constater qu'au regard des tensions très vives qui avaient existé au sein des gauches au moment des européennes, entre la liste Glucksmann pour l'essentiel et la liste insoumise, en prenant tout le monde de vitesse et en déclenchant cette dissolution, la gauche n'aurait pas la capacité de s'unir. Et pourquoi c'était très important pour Emmanuel Macron? Parce qu'il savait bien qu'il ne serait pas devant le Rassemblement national, mais il escomptait qu'avec une gauche divisée, le bloc central serait en deuxième position dans de très nombreuses circonscriptions, et qu'une nouvelle fois, la mécanique du Front républicain bénéficierait à ses candidats. À partir du moment où, en 48-72 heures, la gauche a fait bloc face au Rassemblement national, la messe était dite, si l'on peut dire, et on a eu les résultats qui étaient attendus. Ce que vous êtes en train de dire, finalement, c'est que le pari était raté 48 heures après l'annonce de la dissolution. Guillaume, vous vouliez rajouter quelque chose? Mais qui prolonge tout à fait ce que vient de dire Jérôme, parce qu'il y a une erreur d'analyse, mais que, honnêtement, on aurait pu tous faire sur cette incapacité de la gauche à se réunir. Il faut quand même oublier qu'au moment où il prononce la dissolution, donc juin 2024, on est après, chronologiquement, le 7 octobre. C'est-à-dire l'attaque du Hamas en Israël. Donc au moment où on a le sentiment qu'il s'est produit quelque chose d'irréparable à gauche, et que plus jamais la gauche social-démocrate, la gauche de gouvernement, n'acceptera ne serait-ce que de... Que les gauches seraient vraiment irréconciliables. Ouais, serait vraiment irréconciliable, mais pour des raisons, cette fois-ci, de fond, pas uniquement des raisons tactiques, pour des raisons de fond. Or, il s'est produit exactement l'inverse. Car lorsqu'en 2022, le LFI parraine déjà une alliance de la gauche, il y a un certain nombre de gens au PS qui refusent. La NUPES. À l'époque, c'était la NUPES en 2022, et quelqu'un comme Carole Delga, dans toute la région Occitanie, dit « Moi, la NUPES, je n'en suis pas ». Et que fait Carole Delga? Elle présente des candidats soutenus par elle, donc soutenus par les socialistes, contre des candidats de la NUPES, pour dire « Moi, j'ai rien à voir avec ces gens-là ». Or, en 2024, même les plus anti-mélenchonistes de la gauche, Carole Delga en Occitanie, François Hollande, lui-même candidat en Corrèze, acceptent ce label commun du nouveau Front populaire, feignant ou croyant, ou feignant de croire que Jean-Luc Mélenchon se mettait en retrait dans cette campagne. Souvenez-vous, 2022, il fait campagne des législatives en disant « élisez-moi Premier ministre ». 2024, par tactique, il se met légèrement en retrait. Mais l'alliance, elle est quand même là. Et c'est ce que dit Jérôme, dès lors qu'il y avait cette alliance, eh bien le vote en second derrière le Rassemblement national s'est produit en faveur de la gauche. Inversement, il y a une autre lecture que certains font parfois, alors là, qui serait peut-être le comble du cynisme, mais qu'on ne peut peut-être pas totalement écarter, qui est que Emmanuel Macron aurait eu conscience qu'une dissolution pouvait provoquer une victoire du Rassemblement national et donc conduirait Jordan Bardella à Matignon. Souvenez-vous, même encore jusqu'à la veille du second tour, la seule question qu'on se posait, c'était majorité absolue ou non pour le RN. Donc certains prêtent au président un calcul cynique et dire bah, tant pis, je joue la politique du pire de son point de vue à lui, à savoir je permets la victoire du RN, comme ça on les met à Matignon,
on lève l'hypothèque, ils ne vont pas savoir gouverner le pays et lors de la présidentielle, on rattrapera la mise. Et ça a été une mise en échec parce que fait Gabriel Attal le soir du premier tour des législatives en faisant un front républicain dans la cour de Matignon. Et d'ailleurs, il y a une rupture, il y a un désaccord à ce moment-là au sein du camp macroniste sur l'attitude à tenir entre les deux tours. C'est d'abord Gabriel Attal qui en effet fait le front républicain, d'abord parce qu'il pense qu'il peut sauver son image personnelle en embrassant le combat contre le RN, et c'est l'allocution qui dit, qui est dramatique, au ton dramatique qu'il tient le soir du premier tour, en disant l'extrême droite est aux portes du pouvoir, il ne faut pas laisser faire ça. Lionel Jospin a appelé méchamment ça le petit théâtre antifasciste. Voilà, il a parfaitement entonné un discours qu'il connaissait de ses jeunes années au Parti Socialiste, puisque Gabriel Attal vient de là politiquement. Et puis Emmanuel Macron, à ce moment-là, est complètement dans le flou. Ceux qui sont autour d'Emmanuel Macron ce soir du premier tour-là ne le voient pas du tout appeler à des désistements de candidats. C'est au contraire d'ailleurs. Sa première option était de laisser plutôt les candidats macronistes se maintenir, y compris dans des triangulaires où le RN pourrait gagner. Et ce n'est que plus tard qu'il a accompagné le mouvement. Et en fait, dès ce moment-là, Emmanuel Macron en fait n'a plus la main. Il n'a plus la main sur le pays parce que la défaite est acquise. Maintenant, il faut sauver les meubles. Et donc, il devient un président qui sera à l'écart de la centralité du jeu politique national. Et il n'a plus la main sur son propre camp parce qu'à ce moment-là, Gabriel Attal, sacrifié comme Premier ministre, il est la première victime collatérale de la dissolution. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron n'est pas sans arrière-pensée quand il dissout. Ça permet aussi d'éliminer un Gabriel Attal qu'il avait passablement énervé à Matignon, mais c'est une autre histoire. Emmanuel Macron n'a plus les mains sur son camp. C'est Gabriel Attal qui prend en main la campagne, à la demande d'ailleurs de beaucoup de députés candidats sacrifiés de la majorité, de l'ex-majorité présidentielle, qui ne veulent plus de la tête d'Emmanuel Macron sur leurs affiches, qui demandent à ce que ce soit Gabriel Attal qui serve de tête de gondole. Donc à ce moment-là, ce 9 juin et les jours qui suivent, Emmanuel Macron, par son geste-là, il perd les clés à la fois du pays, j'allais dire, et puis de son propre camp. Et le discours qu'il a prononcé ce week-end, où il s'est invité chez les jeunes avec Macron, on va peut-être en parler, et un peu couper le sifflet de Gabriel Attal, c'est ces tentatives, vous voyez, c'est l'éternel jeu du chat et de la souris entre deux personnes. Au cirque d'hiver, la dissolution a créé un malentendu immense. Ce qu'on a vu au cirque d'hiver ce week-end est un revival. Oui, c'est une revanche. C'est c'est une bombe à fragmentation, la dissolution. Et là, on a encore des petites répliques du séisme, j'allais dire, puisque ça a créé un fossé entre le président et ses troupes, et notamment entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal, Premier ministre qui s'est senti évidemment le premier visé. On le comprend, puisque ce soir-là, il a été mis au courant quasiment comme tout le monde, donc quelques heures seulement avant l'allocution présidentielle. Brièvement, juste le soir du deuxième tour, quand on regarde le résultat, un chiffre s'impose, c'est celui du nombre de députés Nouveau Front Populaire. Une évidence, et s'impose comme une évidence à ce moment-là, c'est que le prochain Premier ministre, la prochaine Première ministre, devrait être de gauche. Finalement, les choses ne se sont pas passées comme ça. Brièvement, Jean Forquet, quand même, la gauche n'a pas tiré le parti évident de sa performance au second tour. Alors, ça s'impose comme une évidence, ça se discute, puisque il y a un vrai débat sur l'interprétation de ces résultats. Alors, c'est incontestable que la gauche soit arrivée en tête, mais comme l'a rappelé Guillaume Tabar, on n'est pas dans le cas de la dissolution ratée de Jacques Chirac en 1997, avec une majorité absolue pour l'opposition. Là, vous voyez, on voit sur les chiffres, ils sont très loin, ils sont très loin de la majorité, il manque 100 sièges, et donc ils sont certes en tête, mais on est dans une situation qui est totalement inédite. Et sur ce flou, sur cette situation de clair-obscur, eh bien, on a toutes les tractations qui vont se déployer ensuite, et qui font que, depuis lors, vous avez à peu près 2/3 des Français, ceux qui ont voté à gauche ou ceux qui ont voté pour le Rassemblement national, qui estiment qu'on leur a volé leur victoire. Parce qu'il y a une chose inattendue, Claire Connery, c'est qu'il y a un parti qui paraît complètement atomisé à l'issue de ces élections, c'est les Républicains, et finalement, ils s'en tirent pas si mal au bout d'un an. Oui, les Républicains sont vraiment, je trouve, les grands rescapés de cette dissolution. C'est quand même des gens qui souvent ont été élus sur leur nom et certainement pas sur une étiquette LR dont on sait, à l'époque en tout cas, combien elle était disqualifiée.
Et c'est vrai qu'un été passe où en fait ce qui se passe en réalité c'est que Emmanuel Macron n'a jamais voulu d'un Premier ministre issu de la gauche, à part un Bernard Cazeneuve, ce qui de toute façon n'aurait pas plu... Parenthèse, pardon, je vous coupe. Pourquoi il y avait un tel refus d'Emmanuel Macron d'avoir un Premier ministre de gauche? Parce qu'il ne voulait pas que l'on détricote sa politique économique. Et en particulier la réforme des retraites, la politique de l'offre, les baisses d'impôts pour les entreprises. Et donc ça a été non tout de suite, que ce soit Lucie Castet, mais même Bernard Cazeneuve, qu'il a reçu à l'Élysée à la fin de l'été. En réalité, dans son fort intérieur, tout porte à croire, selon les témoignages recueillis, comme on dit, qu'il n'a jamais envisagé sérieusement de le nommer. Pardon Claire, je vous ai coupé. Non, je vous en prie. Il y a une espèce de spectacle de l'attente pendant tout un été où on balance des noms et on commente et on prend un peu la température avant de finalement de d'écarter les candidats. À droite, ça tourne beaucoup, on s'en souvient peut-être déjà plus, mais autour d'un certain Xavier Bertrand qui aurait pu plaire à une partie... disons peut-être plus sociale d'un certain électorat, et ça tombe sur Michel Barnier. Je pense qu'on a tous été peut-être pas immensément surpris, mais c'était un peu dans le bal des candidats, un écho qui revenait, mais de façon très lointaine. Et finalement, c'est lui qui a été choisi, parce que pour une raison très simple, c'est qu'au bout d'un moment, si vous pouvez à l'Assemblée pas construire avec la gauche, et si vous voulez pas construire avec le Rassemblement national, et ben vous prenez vos soutiens là où ils sont, et vous trouvez un visage à droite qui ne crispe pas trop les uns et qui certainement pas, qui n'est pas assez fort pour enchanter non plus les troupes. Et ça donne un Michel Barnier à Matignon. Mais Michel Barnier est remplacé début janvier fin décembre, pardon, par François Bayrou. Et aujourd'hui, on se demande combien de temps il va durer. D'où cette mise en garde, en tous les cas, cet appel de Marine Le Pen ces dernières semaines à ses troupes. Alors Emmanuel Macron peut être tenté de dissoudre. Alors il a dit « je ne souhaite pas dissoudre ». Mais « je ne souhaite pas dissoudre », ça ne veut pas dire « je ne vais pas dissoudre ». Il serait assez dangereux, je crois, de se convaincre qu'il n'y aura pas de dissolution. N'ayant pas la décision, ne maîtrisant pas la décision, il faut évidemment envisager toutes les hypothèses. À partir du moment où il y a une possibilité de dissolution, et c'est le cas à partir du 7 juillet, je dis bien une possibilité, pas une probabilité, eh bien notre devoir c'est de nous y préparer. Alors, est-ce que c'est l'intérêt du Rassemblement national, de Marine Le Pen, d'avoir une nouvelle dissolution ? Mais manifestement, c'est pas le calcul qui est fait, puisque les troupes frontistes ne se sont pas associées au dépôt de la motion de censure socialiste, on le comprend. Ils ont sans doute besoin de temps pour se reconstruire, puisqu'on a vu quand même, dans le cadre de cette campagne législative de l'été dernier, que ce qu'on a appelé dans les rangs du Rassemblement national le plan Matignon, avec des projets de loi qui auraient été déjà tout prêts à être votés, une composition de gouvernement, des experts qui seraient prêts à être nommés au poste clé. Tout ça, en fait, était un peu un décorum assez factice. Donc, il faut qu'il travaille là-dessus. Et puis, pour Marine Le Pen elle-même, dissoudre aujourd'hui, ça veut dire la question du leadership du mouvement. Et on voit bien que tout son agenda est quand même oblitéré par sa procédure d'appel sur la décision de justice qui est tombée il y a quelques mois maintenant. Donc on revient, si vous voulez, un petit peu dans les travers de la 4e République. On a un exécutif qui est faible et des oppositions qui sont divisées. Chacun voit midi à sa porte. Le RN, on vient d'en parler. Et les forces de gauche, en façade, se disent qu'elles sont prêtes et elles demandent la motion de censure. Mais vous avez entendu ce qui s'est passé encore ce week-end et de nouveaux signes sur les gauches irréconciliables. Donc on sait la capacité de la gauche à faire front commun face au Rassemblement national. Mais ce serait très compliqué aujourd'hui pour la gauche de repartir en campagne. Alors on dit, on a un autre programme, mais est-ce que tout le monde accepterait, comme disait Guillaume Tabar tout à l'heure, les lieutenants de Carole Delga, les François Hollande, etc., de refaire liste commune, candidat commun avec le reste de la gauche? Justement, ça tombe bien, François Hollande s'est exprimé sur le sujet, je vous propose de l'écouter.
la raison pour laquelle je plaide pour qu'il n'y ait pas de dissolution et pour qu'il y ait une élection présidentielle le moment venu, c'est-à-dire en 2027, parce que je rappelle que pour une élection présidentielle, il n'y a pas besoin d'avoir un accord électoral. Alors, François Hollande, est-ce que justement, à gauche, c'est pas plus un intérêt pour la France insoumise que les autres partis de gauche, justement, qu'il y ait une nouvelle dissolution aujourd'hui? Écoutez, franchement, une dissolution, je ne sais pas qui aurait fortement intérêt. Une fois encore, je ne crois aucunement à toutes les promesses faites par les socialistes aujourd'hui de dire ça y est maintenant, avec LFI plus jamais. Je crois qu'ils seront capables de refaire des alliances comme ils l'ont déjà fait au nom de l'intérêt électoral. Il n'empêche, par rapport à 2024, la gauche est malgré tout moins unie qu'elle ne l'était il y a 1 an et il y a 3 ans. Ensuite, la question du Front républicain qui a marché de manière surprenante là aussi en 2024, je pense qu'il fonctionnera bien moins bien cette fois-ci, parce que, j'allais dire, on ne se fait pas voir 2 fois. Enfin, la proportion qu'a pris ce Front républicain, avec y compris un Gabriel Attal allant jusqu'à légitimer le bulletin LFI pour faire barrage au RN, quand on a vu ensuite l'évolution de LFI, je pense que beaucoup de gens, cette fois-ci, ne se laisseront pas y faire 2 fois. Donc, une gauche moins solide, un Front républicain qui ne marchera plus. On a du mal à imaginer que le bloc macroniste soit aujourd'hui plus puissant qu'il l'était il y a 1 an. Et c'est un euphémisme de le dire. Donc, arithmétiquement, ceux qui seraient gagnants d'une solution seraient le Rassemblement national, de mon point de vue, de toute évidence. Mais ils peuvent avoir un intérêt arithmétique qui ne soit pas forcément un intérêt politique. Parce que, même s'il gagnait des sièges, même s'il gagnait 100 sièges, 150 sièges, 150 sièges, ils auraient une majorité, mais en dessous, ils ne sont pas sûrs d'avoir une majorité absolue. Hein, et que s'ils accédaient au pouvoir, celui du gouvernement là, est-ce qu'en 1 an et demi d'ici la présidentielle, ils auraient le temps de faire leurs preuves, de mettre en œuvre des réformes qu'ils promettent en matière d'immigration ou autre? C'est pas sûr. Or, quand même, l'élection sur laquelle tout le monde se focalise, et le RN le premier, ça reste la présidentielle. Donc je pense que tout le monde va indexer sa position au regard de ses intérêts pour la présidentielle. Avec ce paradoxe que, et quand on prend en détail, finalement, tout le monde a intérêt à ce que ça ne bouge pas avant la présidentielle. Que tout le monde a besoin de se préparer. Aujourd'hui, personne n'est prêt, il faut dire ce qui est. Il n'y a aucun candidat potentiel à la présidentielle, aucun parti qui soit prêt aujourd'hui. Personne n'a de programme ficelé, personne n'a de leadership incontesté. Donc personne n'aurait intérêt à aller au combat tout de suite. Mais pourtant, il y a quand même la pression de l'opinion qui monte. Jérôme le rappelait à l'instant, le nombre de ceux qui réclament une solution augmente. Donc comment... Et puis on dit... on va y revenir justement. J'anticipe. Formidable, mais c'est ça les grands spécialistes. Peut-être une question. Est-ce que vous confirmez, Claire, qu'à droite, et en particulier chez LR, on ne souhaite pas une nouvelle dissolution? Surtout pas. Surtout pas, parce que d'autant que pour le coup, la droite va plutôt bien. Je veux dire, elle a repris des couleurs. Non, à droite, on espère du côté de Bruno Retailleau garder un ministère le plus longtemps possible. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe depuis tout à l'heure? Pourquoi, s'il y avait une dissolution aujourd'hui, ce ne serait pas la même qu'il y a 1 an? On est dans une période pré-présidentielle. Donc en gros, si vous n'êtes pas dans une situation où vous n'avez aucune chance d'ici à 2027, en effet, vous ne bougez surtout pas. Vous prenez vos victoires et vous évitez tout bouleversement. Et à droite, c'est exactement ce qu'on espère. Continuer de marquer l'opinion avec une fermeté manifestée à Beauvau et faire en sorte que surtout ça ne bouge pas. Mais il y a un homme dont on n'a pas parlé sur cette question, c'est Emmanuel Macron. Est-ce que lui souhaite une nouvelle dissolution? Eh bien ça c'est difficile à dire. Ce qui est sûr c'est qu'il a tout intérêt à ne rien exclure d'ici la fin de son mandat. Là, aujourd'hui, ce lundi, il recevait à déjeuner François Bayrou et plusieurs points lourds du gouvernement. Est-ce que la dissolution est dans les têtes? Non, l'ordre du jour porte plutôt sur le budget, c'est-à-dire sur l'automne compliqué qui s'annonce. D'ailleurs, si vous vous remettez dans le contexte il y a 1 an, Emmanuel Macron dissout à un moment où déjà l'automne budgétaire s'annonce tendu. Les Républicains, notamment la droite, font planer une menace de motion de censure. Aujourd'hui, les termes de l'équation sont différents à l'Assemblée nationale puisqu'elle est plus fragmentée que jamais. En revanche, ce qui est vrai cette année comme l'an dernier, c'est que l'automne budgétaire
s'annonce très difficile, d'autant que François Bayrou a annoncé qu'il voulait trouver 40 milliards d'euros d'économies. Sur la dissolution, l'opportunité de dissoudre à nouveau, a priori pas cet été. Il semble qu'Emmanuel Macron, cette fois, ne reconvoque pas les électeurs en plein mois de juillet ou en plein mois d'août, d'une manière qui serait une dissolution à froid et non pas à chaud, c'est-à-dire qu'il ne répondrait à aucun signal d'alerte spécifique. Une dissolution, par exemple, si ça répond à une motion de censure d'un gouvernement, elle aurait été plus justifiée. Si effectivement la droite avait mêlé ses voix à celles de la gauche du Rassemblement national pour faire tomber à l'époque le gouvernement Attal, le président de la République aurait été plus fondé à dire, eh bien, cette assemblée ne marche plus, le gouvernement est tombé, je renvoie la balle au peuple pour qu'il décide. Mais au lendemain d'une défaite électorale, certes sanglante, mais très prédictible, annoncée par tout le monde, et qui est une défaite aux élections européennes, donc pas une élection d'attribution effective du pouvoir, ça a effectivement surpris tout le monde. Mais l'opportunité, le seul intérêt pour lui de récupérer, d'avoir un réarmement institutionnel, comme l'explique son entourage, donc de récupérer à partir de ce soir le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est de s'en servir comme une arme de dissuasion, une menace de dissuasion, avec quand même ce tempérament qui est que beaucoup de gens ont trouvé que la première dissolution n'était pas la meilleure idée du monde. Ça devrait le dissuader lui-même de l'utiliser une nouvelle fois de manière un petit peu trop décomplexée. Mais le fait est que l'arme reste entre ses mains jusqu'à la fin de son deuxième mandat. Et ce qui est intéressant avec tout ce qu'on se dit depuis le début sur cette question-là, Jean Fourquet, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que finalement il y a une envie de dissolution dans l'opinion. 50-50. Ce qui prouve que quand même, voilà, tout à fait. Ça m'a l'air quand même bien plus important que dans la classe politique. Alors, bien sûr, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, et l'électorat du Rassemblement national et celui de la gauche ont le sentiment de s'être fait voler leur victoire. Le RN dans l'entre-deux tours, avec la mise en place du Front républicain, la gauche, au lendemain du deuxième tour, quand ils sont sortis en tête, quand ils ont mis des semaines à se mettre d'accord sur le nom de Lucie Castet, et que cette hypothèse a été balayée d'un revers de main par le président de la République. Donc il y a ce sentiment d'avoir été floué qui nourrit cette volonté d'en découdre et d'une revanche ou d'un match retour. Plus le fait que la situation politique et institutionnelle apparaisse totalement bloquée, et que, du coup, une partie des Français se disent on ne peut pas rester dans cet entre-deux, il faut trancher le nord gordien, et en République, c'est l'appel au peuple qui permet de trancher. Question, trancher le nord gordien, oui, mais qu'est-ce qu'on fait à la place? Qui on met à la place? Et comment pourrait survenir un tel choix de dissolution? Si, par exemple, si y a une motion de censure et si François Bayrou est censuré au moment du budget, qui on met à la place? Ah oui, donc dans l'hypothèse où le gouvernement est censuré, et Emmanuel Macron dit censure égale dissolution, donc là on retourne devant les urnes avec tous les risques que ça comporte et que l'on a évoqués. L'autre solution, c'est de dire, gouvernement censuré, je nomme un nouveau Premier ministre. Thierry Baudet. Alors, il y avait l'hypothèse Thierry Baudet, le patron du CESE, dont le nom était circulé. Enfin, d'ailleurs, à qui Emmanuel Macron avait clairement proposé le poste, il faut quand même le rappeler. Bon, aujourd'hui, les deux noms qui circulent le plus, c'est Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, et Catherine Vautrin, ministre des Affaires sociales, qui avait failli être nommée déjà en 2022 avant que ce soit finalement Elisabeth Borne. Bon, après, voilà, on peut discuter des qualités ou des limites des uns des autres, mais quelle que soit la personne, ça ne change rien à la composition de l'Assemblée nationale, ça ne change rien à la situation budgétaire du pays. Bon, donc, et à nécessité de... Bon, pour prendre qu'un exemple, Catherine Vautrin, tout le monde dit aujourd'hui, il faut réduire le déficit, la moitié des dépenses sont les dépenses sociales. Donc on sait que là, il faut tailler, ce sont les dépenses sociales. Or, depuis qu'elle a retrouvé ce ministère, Catherine Vautrin, qui est une bonne technicienne, c'est pas pour le politique, c'est également une bonne politique, on l'a vu dans sa ville de Reims, mais disons qu'elle gère bien ses dossiers, elle les gère de très près, mais clairement, c'est pas elle qui met en avant des économies spectaculaires à faire dans le domaine social. Au contraire, elle a plutôt tendance à défendre son précaré social en disant pas touche. Bon. Donc, en quoi l'arrivée de Catherine Vautrin changerait quoi que ce soit pour trouver des solutions? On ne le voit pas. En quoi l'arrivée de Sébastien Lecornu changerait quelque chose dans les équilibres politiques? On ne voit pas. C'est clair, on sait qu'un gouvernement ne pourrait tenir que s'il avait le soutien, au moins l'absence de condamnation, ou du PS,
ou du RN. Bon, et on voit mal aujourd'hui quel Premier ministre peut obtenir ça de la part de ses forces politiques. À l'inverse, est-ce que François Bayrou, ici condamné, question subsidiaire, est-ce qu'il peut aujourd'hui faire adopter un budget sans être renversé, Claire ? Bah, j'en sais rien. Vous n'en savez rien, mais peut-être vous savez, vous connaissez les politiques. Vous connaissez peut-être vous connaissez quand même peut-être les positions de la droite sur ce sujet, les conditions de la droite sur ce sujet. Mais même là, c'est très imprévisible parce qu'aujourd'hui, elle joue la carte de la responsabilité. Et si vraiment on rentre dans le détail, moi, je ne sais pas si la position d'un Bruno Retailleau serait alignée sur celle d'un Laurent Wauquiez. Si est-ce qu'on censure François Bayrou ou non. Parce que les deux ont des intérêts particuliers qui se percutent suffisamment régulièrement pour qu'ils soient en désaccord. Donc je ne sais pas, aujourd'hui on sait que typiquement le groupe LR se tiendrait du côté de la responsabilité, mais je ne sais pas, je ne sais pas si François Bayrou évoque même une petite idée de toucher aux impôts, là je ne sais pas s'il a LR derrière lui, donc je ne saurais pas vous dire, et c'est bien sur ça c'est bien ça que François Bayrou a bien compris et qu'il tente et réussit pour l'instant de rester à Matignon. Il réussit malgré un désamour très marqué de l'opinion, Jérôme Fourquet. Oui, ce qu'on disait tout à l'heure, on est à un baromètre IFOP à 20% de popularité, donc c'est les plus bas niveaux pour un Premier ministre sous toute la Ve République. Et on voit comment son capital de sympathie, qui était déjà pas forcément très élevé quand il est entré en fonction, a fondu. Donc je vous ai amené quelques chiffres. En décembre, au moment de sa nomination, 44% lui faisaient crédit de sa compétence. On est à 27% aujourd'hui. Donc il y a 17 points de perdus. Sur la proximité aux préoccupations des Français, on passe de 38 à 25. Et sur un item plus personnel, sur le côté sympathique, on était à 49, on est à 37% aujourd'hui. Donc en 6 mois seulement. Et donc là, on gagne du temps et on est un peu dans la combination en disant on l'a vu avec ce grand conclave sur les retraites pour ménager le Parti socialiste tout en confortant le soutien de LR. Mais tout ça arrive un peu à son terme aujourd'hui et on va rentrer vraiment dans les sujets qui fâchent avec ce budget qui, comme le rappelait Louis Haushalter tout à l'heure, c'est comme ça qui a aussi présidé au choix du président de dissoudre en disant on ne va pas passer le budget de l'automne à l'automne 2024, d'où dissolution. Depuis lors, les comptes sont encore plus dans le rouge qu'il y a 6 mois ou 1 an et donc fatalement on va avoir une période de grand engage avec, comme ça a été rappelé tout à l'heure, hein, le temps qui file et donc la présidentielle qui se dessine et que tout le monde, y compris les Français, vont avoir en tête. C'est sûr qui aurait imaginé Barnier, Premier ministre, censuré, renversé, remplacé par François Bayrou, qui aurait imaginé Marine Le Pen inéligible. Sans tirer des plans sur la comète, est-ce qu'on peut esquisser quand même des scénarios pour la rentrée ? D'abord, le débat sur le budget sera-t-il si dur, sera-t-il si impossible, Louis Haushalter ? Oui, alors déjà, on n'a pas encore l'équation de fond. C'est ça aussi la difficulté quand on parle de ce qui pourrait se passer politiquement parlant au Parlement à la rentrée, c'est-à-dire censure ou pas censure. On aura ces données de fond à partir de la semaine prochaine, puisque François Bayrou promet de dévoiler à ce moment-là, après le 14 juillet, les orientations du budget. Et pour l'instant, cette histoire, c'est une boîte noire. C'est complètement opaque. La plupart des ministres n'en savent rien, ne savent pas grand-chose des pistes qui seront dévoilées, de la méthode qui sera privilégiée, dans quel tiroir est-ce que François Bayrou compte aller chercher des économies. Même la question des impôts est un petit peu en suspens parce que une partie, y compris au sein du camp Macron, et je pense à la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, ont évoqué la possibilité d'augmenter les impôts, ce qu'avait fait un petit peu Michel Barnier en arrivant à Matignon. Donc ça, c'est d'abord François Bayrou, je dirais, va donner le ton quand il aura dévoilé ça.
Vous aurez remarqué que la session parlementaire se termine cette semaine, qu'il attend donc la fin de la session parlementaire pour dévoiler ce plan budgétaire, ce qui veut dire qu'il ne pourrait pas y avoir de motion de censure contre lui au lendemain de sa présentation du plan. Ça fait évidemment partie de son plan, justement, qui est de ne pas risquer la censure immédiatement pendant la période estivale, de laisser mariner un petit peu tout ça jusqu'à la rentrée. Et c'est donc en septembre, lorsque les parlementaires vont recommencer à siéger, qu'on entrera dans le dur sur le côté censure ou pas censure. Ensuite, François Bayrou parle beaucoup ces derniers temps de Pierre Mendès France, pour se comparer à lui, hein, on a bien compris. Pierre Mendès France, qui avait dû quitter le pouvoir au bout de quelques mois, lui sur la communauté européenne de défense notamment, le sujet n'était pas le même, mais ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il adopte par avance une posture sacrificielle de l'homme réformateur qui a essayé, mais qui a été empêché par les éléments, et notamment par des combinaisons politiques. Bon, il essaye d'ores et déjà de préparer le terrain en allant chercher à la rescousse ce type de figure dans l'histoire politique de ces dernières décennies. Il peut tout à fait adopter une posture sacrificielle et partir en disant les autres n'ont pas voulu, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai essayé. Tout porte à croire quand même qu'il va essayer, qu'il va aller jusqu'au bout des tentatives pour essayer d'éviter une censure du Parti socialiste et surtout évidemment une censure du Rassemblement national. Le PS l'a lâché depuis le conclave sur les retraites. Il n'y a aucune raison que le PS ne censure pas un gouvernement sur un budget d'économie qui se veut assez large dans son ampleur. La question sera donc exactement comme pour Michel Barnier à la rentrée 2024. Est-ce que le Rassemblement national, est-ce que Marine Le Pen et Jordan Bardella laissent survivre François Bayrou ou pas, sachant que sur ce budget, leur électorat pourrait le reprocher à Marine Le Pen, son électorat pourrait lui reprocher de laisser passer ce budget-là. C'est toute la question. L'enseignement aussi de cette année, Guillaume, Jérôme, n'a pas été aussi cette montée en puissance, malgré tout, du Rassemblement national. Certes, il y a l'imprévisibilité de Marine Le Pen, certes, le Rassemblement national, il y a eu échec au RN lors des dernières législatives, mais maintenant, il faut ménager le Rassemblement national. Est-ce que en un an, le Rassemblement national n'a pas franchi, en tout cas gravi des marches de cette respectabilité à laquelle il aspirait, Jérôme ? Alors sur la respectabilité, chacun jugera. Sur le degré de professionnalisation de l'appareil, on en a dit un mot tout à l'heure, on a vu quand même que cette campagne des législatives avait révélé un certain nombre de lacunes. Sur le degré de préparation aussi des candidats aux élections législatives. Ça, c'était l'an dernier, mais en un an. On n'a pas l'impression forcément que le casting a été revu. Ce qui se passe en revanche, c'est que, si je reviens encore à l'an dernier, c'est que le Rassemblement national, en 2 ans, entre 2022 et 2024, était passé en moyenne de 17% des voix au premier tour des législatives 2022 à quasiment 33-34, si on fait l'addition avec les ralliements des ciotistes, en 2024. Donc une force politique qui double son score sur un premier tour de législative en 2 ans, c'est quand même assez spectaculaire, avec 40 circonscriptions qui sont tombées dans son escarcelle dès le premier tour, et une participation qui avait augmenté entre 2022 et 2024. Donc leur poids politique est aujourd'hui avéré, et même si via le mécanisme du Front républicain, la moisson en termes de sièges n'a pas du tout été aussi importante qu'espérée par eux, c'est quand même un groupe de 140 députés. Donc quand on regarde l'histoire du FNRN, on se souvient encore de 86 et de la mise en place de la proportionnelle, c'était 35 députés, c'était énorme. Et ensuite, Marine Le Pen, en 2022, était à la tête d'un groupe de 80 députés. Donc il y a un poids politique qui est incontestable. Oui, tout à fait. Je pense que la grande force du Rassemblement national, c'est que son socle électoral apparaît incroyablement solide, alors même qu'il a subi cette turbulence de la condamnation de sa présidente et de sa candidate naturelle. Bon. Et on voit bien, alors pour l'instant, dans une présidentielle, bien sûr, tout se met en place à l'approche du scrutin, notamment en termes d'équation personnelle, mais aujourd'hui, lorsque l'IFOP et d'autres instituts mesurent l'intention de vote, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella, c'est exactement la même chose. Ils sont tous les deux donnés légèrement au-dessus de 30%. Donc il y a cette solidité qui est un atout et que n'ont pas les autres partis. C'est-à-dire que même Jean-Luc Mélenchon, qui se fait fort de réussir ses campagnes,
à chaque fois, il doit redémarrer avec un socle qui est de 10%. Alors, 2 fois, ça marchait de remonter vers 20, mais on ne sait pas ce que sera la prochaine fois. Les autres partis ont également dans l'incertitude sur leur poids réel. Le RN, lui, il a ce socle. Et c'est une force colossale parce que c'est le seul qui soit à peu près tranquille et qui, si on parlait tout à l'heure de dissolution, s'il y avait une élection surprise demain, c'est le seul qui ne serait pas pris de court, au sens, voilà, il présenterait ses candidats, il ferait ses voix, la campagne elle serait animée conjointement par Marine Le Pen et Jordan Bardella, donc ça ne serait pas une question. Bon, maintenant, et puis je pense une fois encore que le Front républicain de 2024 s'est formidablement étiolé et ne jouerait pas de la même façon. Pour l'instant, le RN n'a quand même pas non plus réglé la question qui reste fondamentale, pour lui, c'est avec qui gouverner? Parce que, sauf dans l'hypothèse d'une victoire présidentielle et de législative dans la foulée de la présidentielle, où les Français retrouveraient le mécanisme de donner une majorité au président ou à la présidente élue, en dehors de ce cas de figure, il serait quand même contraint de trouver des alliés. Pour l'instant, ils n'arrivent pas. Il y a eu le ralliement d'Éric Ciotti, qui a été symboliquement un tournant important. Hein. Mais en clair, le RN changera de dimension le jour où il trouvera d'autres personnalités ou d'autres forces dire s'ils gagnent, on est prêt à travailler avec eux. Et pour l'instant, ils n'en sont pas encore là. D'un mot, Claire, est-ce que le corps censal peut faire partir Bruno Retailleau du gouvernement? Là encore, c'est un peu délicat parce que pour l'instant, il y a une grande prudence demandée par l'Élysée en attendant de voir s'il y a une possibilité de libération. Le cas Sansal, dans la tête d'un Bruno Retailleau, mais je pense aussi d'une partie de la classe politique et électorale, est lié au cas de l'Algérie. Et ce qu'on peut dire sur l'Algérie, c'est que ça va, à mon avis, devenir un grand thème du débat présidentiel à venir, donc qui ne peut pas être réglé tout de suite, mais qui pourrait tout à fait, si ça va trop loin, si j'ose dire, pourrait enclencher le départ de Bruno Retailleau. Mais voilà, je ne rentre pas dans les détails, parce que vous avez dit d'un mot, mais voilà ce que... C'est d'un mot. On va continuer à suivre justement cette rentrée 2025, et effectivement, on la commentera, parce que ce qu'elle promet, en tous les cas, semble-t-il, c'est un certain nombre de coups de théâtre. Parmi les coups de théâtre, c'est qu'il ne se passe rien, d'ailleurs. Mais effectivement, ça me paraît le moins probable de tous, mais ce qui n'est pas probable n'est pas forcément impossible. On en vient à notre dernière partie, qui sont les coups de cœur et les coups de griffe. Honneur aux dames, à vous, Claire. Quel est votre coup de cœur? J'ai choisi le livre de notre collègue, qui est Bruno Corti, qui est directeur du Figaro littéraire, qui a eu le prix de l'Académie française, prix de la critique, de l'Académie française pour son dictionnaire mot de la littérature américaine, chez Plomb, je crois, qui est excellent. Et je me suis dit que s'il y en avait parmi nous qui avaient qui cherchaient des idées de lecture cet été, voilà, je vous le conseille. Et en coup de griffe, j'ai choisi la réaction d'Emmanuel Macron, qui a un peu tapé sur les doigts de tous les ministres la semaine dernière, qui osaient parler d'autres sujets que ceux qui relevaient de leur domaine ministériel. Et donc c'était toute une séquence sur le gouvernement qui s'est déchiré sur que faire avec les énergies renouvelables. Et donc Emmanuel Macron a un peu répondu à toutes ces réactions en omettant que personne n'avait gagné aux législatives et qu'à partir de maintenant, chacun allait s'exprimer librement et à juste titre, je trouve. Les débats sur les énergies renouvelables, c'est peut-être quelque chose à guetter, c'est un signal faible qui est en train de devenir un petit peu plus fort, de plus en plus fort. Oui, et on voit comment, ça a été rappelé, tout ça se politise, avec bien évidemment des arguments de fond, mais aussi l'utilisation de ces objets, un peu comme des marqueurs politiques pour la droite, se dire on est pro-nucléaire, ça ramène au gaullisme, à l'indépendance, et c'est aussi un moyen de recréer du clivage gauche-droite en renvoyant les soutiens des énergies renouvelables à la gauche. Donc tout le monde se prépare effectivement à 2027 et la politique énergétique n'en est pas préservée. Je sais que c'est pas trop votre rôle, vous allez me dire, un coup de cœur, un coup de griffe, vous avez... Non, moi j'étais plus sur une surprise et un dépit suite
aux aveux du ministre de la Défense qui devant des parlementaires, a indiqué que pendant plusieurs années, les navires de la Marine nationale étaient partis en mission avec simplement la moitié, voire moins, des stocks de munitions dans leur soute que ce qui était requis pour se défendre. Alors, il s'est donné le beau rôle en disant depuis 3 ans que je suis aux responsabilités, tout ça ne se produit plus, mais on voit bien là, de manière assez criante, le décalage qu'il peut y avoir entre un discours sur le passage de la France en économie de guerre, sur le rôle que notre pays prétend et entend jouer sur la scène internationale, et la réalité de nos budgets, la réalité de notre industrie, qui n'est plus en capacité d'assurer à la France le rôle qu'elle entend, ou le statut qu'elle entend avoir sur la scène internationale. Et c'est très, très intéressant parce que ça fait écho également au tout début de La France sous nos yeux, qui est votre avant-dernier livre, Jérôme Fourquet, où vous racontez tout le processus de désindustrialisation qui fait à la fois froid dans le dos, mais qui est absolument passionnant. Et donc, on est là-dessus, enfin, c'est les conséquences très concrètes. Voilà. Et c'est à relire, c'est aux éditions du Seuil. Hein, tout à fait. Un coup de cœur, un coup de griffe. Honneur à la jeunesse, Louis Alter. Coup de cœur pour les vacances quand même, hein, c'est bientôt. Honneur aux dames, d'abord, pour honneur aux invités, honneur à la jeunesse. Je garde jeune que moi, je crois. Pour Guillaume à la fin. Coup de cœur pour les vacances. Cette semaine, c'est les vacances parlementaires et en fait, ça va faire aussi des vacances aux Français, je crois, d'autant que depuis quelques mois, à cause de la situation politique que nous venons d'évoquer pendant 1 heure sur ce plateau, les textes étudiés au Parlement sont quand même assez peu intéressants. On réforme le mode de scrutin à Paris, à Lyon et à Marseille. Il y a des textes sur les frelons asiatiques et les ascenseurs en panne. Bref, l'activité parlementaire dégoûte les députés sujet de cet eux-mêmes. été, les frelons asiatiques. Oui, bien sûr. Mais peut-être que Jérôme Fourquet aura quelque chose à vous dire sur la question. Ah oui, surtout le débat sur le chikungunya. Une analyse politique et sociologique à faire. Dans un ascenseur bloqué, là, c'est compliqué. Ouais, là, je souhaite bonne chance à la personne bloquée. Mais voilà, les députés eux-mêmes, et on le constate dans l'hémicycle est très souvent vide. Il n'a jamais été aussi vide lors de l'examen de la plupart des textes. Les députés eux-mêmes sont dépités, sans mauvais jeu de mots, par ce qu'on leur présente, par le travail législatif qu'on leur soumet. Et puis, au passage, beaucoup font de la circonscription, comme on dit, en cas de nouvelle dissolution, pour que les électeurs les aient bien en tête si jamais il faut revoter par anticipation. Coup de griffe pour les dernières déclarations de la France Insoumise sur le désarmement des polices municipales, puisque visiblement ça fera partie du programme électoral que la France Insoumise présentera dans les grandes villes. Le fait politique intéressant, c'est l'autonomisation de la France Insoumise, justement pour présenter des listes dans les grandes villes, là où souvent ils finissaient par faire des majorités avec des élus socialistes ou écologistes. Là, cette fois, il y a une volonté insoumise de présenter des listes dans les grandes villes, avec ce programme que chacun jugera, mais il est intéressant de noter que les responsables du Parti socialiste ont pris leur distance avec cette proposition. Ce sera intéressant les élections municipales cette année, parce que c'est quand même là aussi où on peut avoir certaines surprises, Guillaume Tabar. Alors, on y verra. Alors, mais je n'ose pas dire que je garde le meilleur pour la fin. Je ne serai pas. Terminé par le vétéran, dit Plateau. Écoutez, la sagesse. Honneur à la sagesse. Mon coup de cœur, c'est pour le coup d'envoi du Tour de France, parce que dans un contexte où les politiques nous parlent souvent avec des mots creux d'unité nationale, etc., là, on a enfin un événement qui fédère la France, qui transcende toutes les fractures sociales, les fractures territoriales. Voilà, c'est le type même de l'événement que l'on aime suivre, que l'on connaisse ou aime le vélo ou pas d'ailleurs. Quel est votre favori ? On découvre la France. Genre, moi, je ne suis pas expert en vélo, mais j'aime bien le Tour de France comme discipline, et parce que j'aime bien le suivre à la télé, parce qu'on redécouvre le pays, on redécouvre la France. Et je renvoie à ce livre, notre consoeur Béatrice Souchard, qui il y a encore peu de temps était au service politique du Figaro, et qui a fait ce livre absolument remarquable, qui s'appelle Le Tour de France et la France du Tour, qui est une épopée historique à travers le Tour de France. C'est une somme indépassable sur le Tour de France. Et votre coup de griffe ? Et alors, mon coup de griffe, c'est pour le sénateur communiste de Paris, Yann Brossat. Parce que le Figaro Magazine a fait sa une cette semaine, vous voyez, sur retraite, les pays où les Français payent moins d'impôts. Et ce sénateur communiste nous dit que ce type de publication, etc., devrait être purement et simplement
interdite. Voilà, on a un député, enfin un sénateur, pardon, un élu de la nation qui veut interdire un titre de presse. On peut dire que c'est un réflexe courant chez les communistes. Ce qui ne manque pas de sel, il faut quand même le rappeler, et même d'indécence, c'est qu'un communiste prétende interdire un titre de presse quand on se souvient que pendant l'occupation, le Parti communiste avait été négocié avec les autorités allemandes la parution de l'Humanité. Donc vous voyez, il y a du son qui ne veut mieux pas donner. Et puis je ne me lasse pas quand même, j'espère qu'on peut la montrer, de cette une de l'Humanité. Hein, voilà, on la voit. Sur le grand Staline. Au lendemain de la mort de Staline, la une de l'Humanité, deuil pour tous les peuples qui expriment dans le recueillement leur immense douleur pour le grand Staline. Voilà, ça par contre, on n'a pas le droit d'interdire, mais M. Brossat, sénateur communiste, veut interdire qui ne pense pas comme lui. Merci Guillaume. Longue vie au Figaro Magazine, à l'excellente équipe autour du non moins excellent Guillaume Roquette et Jean-Christophe Buisson, que vous retrouverez demain soir, après-demain soir, pour le club Le Figaro Culture. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. On se retrouve le 8 septembre avec Yves Tréhard.